Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et en association avec TV78, une émission réalisée au Parlement européen de Strasbourg. Un flashback pour commencer, David Sassoli a occupé la présidence du Parlement européen de 2019 à 2022. On revient sur son parcours avec Alberto Bevilacqua, chargé de mission pour Europe Direct Seine-et-Marne. Zone Europe sur Sensation. Cette année, l'Union européenne et ses institutions ont été marquées par la disparition d'une figure qui restera à jamais gravée dans l'histoire. David Sassoli, président du Parlement européen, emporté par une maladie incurable quelques semaines avant la fin de son mandat. David Sassoli, né à Florence en 1956, avant de s'engager en politique, fut tout d'abord un journaliste bien connu et reconnu par les Italiens. Il a été en effet directeur et visage du TG1, JT de 20h de Rai 1, chaîne historique de l'audiovisuel public italien. Les Italiens le connaissent avant tout comme journaliste dans les premières années 2000, alors qu'il avait déjà fait montre de son activisme lorsqu'il était rentré très jeune dans le mouvement catholique des scouts italiens. Tout au long de son parcours, il promut ainsi les valeurs qui lui ont été transmises, afin d'apporter quelque chose de meilleur à la société où il vit. Pour cette raison, en 2009, il décide de mettre en pause sa carrière de journaliste pour entreprendre une nouvelle aventure politique qui démarre avec succès. Il devient ainsi député européen avec 400 000 voix, l'un des meilleurs scores jamais atteints dans l'histoire d'un candidat italien aux élections européennes. Malgré l'échec de sa candidature à la mairie de Rome, il est élu vice-président du Parlement européen. Sa carrière atteint le sommet lors de son élection en tant que président du Parlement européen. L'exercice de son mandat est caractérisé par la volonté de s'inspirer des pères fondateurs de l'Union européenne. Son œuvre en tant que grand défenseur de l'Union est remarquable, surtout lors des crises majeures comme celle liée à la pandémie. En effet, il prônera sans cesse une coopération étroite des États membres, voire une construction fédéraliste, inspirée par celle dessinée dans le manifeste de Ventotene écrit par Altiero Spinelli. Il soutient avec ardeur le programme Next Generation EU pour redresser l'économie européenne post-Covid et lutte acharnement pour réformer le budget européen dans l'objectif de lui donner un caractère fédéral. Il œuvre aussi pour rapprocher les citoyens des institutions européennes grâce à la promotion de la conférence sur l'avenir de l'Europe, grande consultation citoyenne qui permet aux Européens de s'exprimer pour redessiner l'Europe selon leur propre vision. Pour honorer sa mémoire, nous lui devons de continuer son œuvre en s'inspirant de lui pour apporter quelque chose de meilleur dans la société et surtout dans l'Europe où nous vivons. À notre tour donc, et on le dira jamais assez, grazie mille, David. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Mathias Gruden. Bonjour. Vous êtes diplomate slovène, directeur de la participation démocratique au sein du Conseil de l'Europe. C'est une institution intergouvernementale composée de 46 États membres et dont le siège se situe à Strasbourg, dans ce qu'on appelle le Palais de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est une vieille institution, c'est fondé en 1949 par plusieurs États, dont la France. Alors attention, ça ne doit pas être confondu avec l'Union européenne qui, elle, compte 27 États membres. Mais donc, à quoi est-ce qu'il sert ce Conseil de l'Europe, Mathias Gruden ? Oui, merci. Avant que je réponde, juste une petite correction. J'étais diplomate slovène il y a très longtemps, mais depuis que je suis au Conseil de l'Europe, en effet, je suis un fonctionnaire européen, un agent du Conseil de l'Europe. Ça veut dire que je travaille autant pour la France que pour la Slovénie. En effet, c'est la loyauté à cette organisation, à ses valeurs, c'est une des conditions de notre travail. Mais juste pour clarifier ce qui me paraît quand même important. Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est une réponse, ou la réponse de l'Europe à son propre passé. On le dit très souvent que le projet européen, quand je dis projet européen, je parle du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, parce qu'ils sont issus d'une même vision. On dit souvent que c'était une réponse à la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est vrai, mais on ne réfléchit pas et on ne comprend pas vraiment de quelle façon ce lien, cette réponse était pas uniquement éthique, morale, mais elle était politique, elle était juridique, elle était liée à ce qui s'est passé, pas uniquement pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout ce qui s'est passé pendant les années 30. Le Conseil de l'Europe est une organisation qui a été créée pour
assurer que la Convention européenne des droits de l'homme est respectée dans ces pays membres. Tout ce que nous faisons à travers nos différentes institutions, le secrétaire général, l'Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux, le but de nos activités, c'est effectivement de créer des circonstances, de favoriser, de promouvoir le respect des droits qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et de effectivement créer les circonstances ou d'aider la Cour européenne des droits de l'homme qui fait partie de notre système du Conseil de l'Europe à faire son travail. Alors justement, il y a un comité des ministres qui est composé des ministres des Affaires étrangères de chaque État membre. Et puis il y a aussi, c'est assez peu connu, une assemblée parlementaire qui se réunit 4 fois par an, avec des parlementaires donc, de tous les États membres. Tous les États qui intègrent le Conseil de l'Europe, vous l'avez dit, doivent signer aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'elle contient, cette convention ? La Convention, très souvent, moi, quand on me demande d'expliquer aux jeunes la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est très important parce que très souvent, les jeunes, ils ont un sentiment, une conviction que les droits de l'homme, les libertés fondamentales sont quelque chose de très abstrait, quelque chose qui ne les concerne pas, quelque chose qui est uniquement pertinent pour les autres, mais pas quelque chose qui joue un rôle important dans leur vie. Je vais retourner à cette réponse où j'ai invoqué les années 30. Je dirais que la Convention européenne, elle est un résultat de ce qu'en bon anglais on dirait reverse engineering, où les juristes, après la Deuxième Guerre, ils ont étudié chaque étape dans cette descente à l'inhumanité qu'on a vue dans l'Europe des années 30, et ils ont créé une sauvegarde, une réponse qui devrait nous protéger que ce genre de crime se répète, que ce genre de crime commis par les Européens contre les Européens ne se répète plus. Et on voit ça très facilement, c'est parce que si on voit des différents articles de la Convention qui garantit le droit à la vie familiale, on peut penser la législation des lois de Nuremberg des années 30, quand on parle de liberté de l'association, liberté de l'expression, on parle de droit à un procès équitable, protection contre l'esclavage, contre les traitements inhumains et la fin des droits de la vie. Tout ça suit cette, comme j'ai dit, descente qui a commencé au début des années 30 et qui est finalement avec une violation la plus brutale, le plus inhumain de la droit à la vie, s'est terminé dans les chambres de gaz des camps de concentration. Et donc pour pouvoir l'appliquer, cette convention, le Conseil de l'Europe dispose de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle peut condamner directement les États pour faute. En quoi cette Cour de justice, selon vous, permet d'améliorer la démocratie au sein de l'Europe ? Je crois que d'un côté, la Cour européenne des droits de l'homme est essentielle. Il est aussi unique. On ne connaît pas un autre mécanisme international qui permettrait des personnes individuelles, aux citoyens individuels, de porter plainte contre un gouvernement pour la violation de leurs droits. Déjà, ça, c'est unique. On a d'autres tribunaux internationaux où un gouvernement peut porter plainte contre un autre gouvernement. On a des tribunaux internationaux pour les crimes de guerre où la communauté internationale peut effectivement faire le procès contre les individuels qui ont commis ou qui sont accusés de commettre le crime. Mais le tribunal ou un citoyen, après qu'il a fait tout ce qu'il faut faire au niveau national, qu'il peut porter effectivement, faire un procès contre son gouvernement pour la violation de ses droits, ça c'est unique, c'est très important. Mais il faut aussi dire une autre chose, que les droits de l'homme, pour avoir une protection efficace, pour qu'on puisse avoir une société où les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont effectivement et pleinement respectés, on ne peut pas s'en occuper uniquement de Strasbourg et du bâtiment qu'on voit en face. Les droits humains, les libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine de tous,
doivent effectivement être la réalité qui est garantie et assurée au niveau national, où il y a la plupart des responsabilités. Il faut qu'il y ait une volonté politique réelle de la part des les forces politiques et de la population qui doivent accepter les valeurs d'une société démocratique et être prêt à s'en engager au niveau local. Et uniquement quand il y a des difficultés qui arrivent souvent, le mécanisme de la Cour européenne des droits de l'homme intervient comme le dernier secours, si vous voulez. Mais on ne peut pas compter que tout va être réglé de Strasbourg. Les droits de l'homme se respectent ou pas dans nos pays. Vous, Mathias Grudler, vous êtes directeur de la participation démocratique au sein du Conseil de l'Europe. Alors j'imagine que vous êtes particulièrement vigilant aux atteintes démocratiques qui pourraient survenir en Europe. En quoi consiste votre travail au quotidien? Euh, je vais répondre avec une très brève histoire. Il y a quelques années, j'étais invité au Parlement européen à Bruxelles sur une conférence qui a traité la question qu'est-ce qu'il faut avoir dans une société pour avoir une vraie démocratie? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une vraie démocratie? C'était organisé par les groupes politiques du Parlement et l'Association internationale des avocats. Alors il y avait plein de juristes et des personnalités politiques. Ils ont tous parlé des institutions. Il faut une constitution, il faut un parlement, il faut des lois, il faut Un équilibre des pouvoirs. équilibre de pouvoir, système judiciaire. Et ils avaient raison. C'est tout à fait. On ne peut pas avoir une démocratie sans des institutions. Mais ce que j'ai après ajouté, avant que la conférence s'est terminée, c'est que pour avoir une vraie démocratie, on a aussi besoin d'un environnement démocratique. Parce que les institutions n'opèrent pas, ne fonctionnent pas dans le vide. Pour avoir une vraie démocratie, il faut qu'on ait un environnement où les citoyens ont les opportunités, possibilités, motivations, des connaissances qui sont nécessaires pour être un citoyen actif. Et deuxièmement, il faut avoir un respect pour les valeurs humaines dans la société. Et troisièmement, ce que je disais toujours, il faut avoir la mémoire historique pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans une société quand les droits humains ne sont pas respectés et quand il n'y a pas de démocratie. Voilà, c'est ça. Et ce que nous faisons dans la direction de la participation démocratique, on organise la coopération entre tous nos 46 pays membres dans les domaines où cet environnement démocratique est construit, protégé et épanoui. Ça veut dire que ce sont les domaines de l'éducation, surtout l'éducation pour la citoyenneté démocratique, jeunesse, culture et patrimoine. Voilà les champs principaux de mes responsabilités. 46 pays membres et pas 47. La Russie a été exclue du Conseil de l'Europe après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Selon l'Eurobaromètre de l'été 2022, 58% des citoyens de l'Union européenne sont favorables aux sanctions envers la Russie pour donc la sanctionner de cette invasion. Alors comment est-ce que vous analysez ce résultat? Est-ce que ça vous confirme que l'Europe est une terre de démocratie, selon vous, qui défend les valeurs démocratiques? Bon, je crois que la réponse doit être un peu plus nuancée. Vous avez dit 56? 58. 58. Je crois que c'est encourageant, c'est un soulagement qu'il y a 58% des citoyens européens, même que peut-être la distribution dans les différents pays peut varier, qu'il y a une majorité assez claire, qu'il y a une telle conviction qu'on ne peut pas uniquement laisser faire et juste regarder une telle violation de la souveraineté d'un pays européen, des crimes qui sont commis et de la violation des droits internationaux de cette envergure. Ceci dit, il faut après aussi dire qu'il y a 42% des Européens qui ne partagent pas cette opinion. Et je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on peut simplement ignorer. Je crois qu'il faut réfléchir, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi
on est arrivé là, pourquoi un peu moins de 50% des gens ont telle opinion, trouver les raisons et répondre à ces questions. On peut le comprendre de façon psychologique, on était tous jetés d'une tranquillité peut-être naïve dans une situation de guerre. Les gens ont une réaction, ils veulent que que le montre se tourne à l'arrière, que le temps se tourne à l'arrière, qu'on puisse vivre comme on a vécu avant cet traumatisme qui est intervenu pas le 24 février, je crois que c'est un processus qui a commencé beaucoup plus tôt. Il faut comprendre pourquoi il y en a tellement de nos citoyens qui sont tellement prêts à chercher les informations, à accepter les désinformations, pourquoi ils préfèrent des informations qui répondent à leurs besoins émotionnels au lieu de essayer de regarder et comprendre et répondre aux faits de ce traumatisme qu'on est en train de vivre en Europe. Vous parliez donc de désinformation. Avec cette guerre, on a revu l'importance des médias qu'ils peuvent avoir sur l'opinion publique notamment. La désinformation aussi a affaibli les démocraties. Oui, mais je crois que la désinformation est plutôt un symptôme. Il faut comprendre que d'un côté, il y a un côté comment on dit ça, supply en anglais. Il y a toujours comme dans l'économie, il y a la demande et il y a L'offre. L'offre. Il y a une offre de désinformation qui est de plus en plus intense, qui est mise au marché, si je peux le dire, pour des raisons évidentes, mais il faut aussi comprendre qu'il y a une demande pour l'information. Et c'est là où on doit se demander pourquoi il y a une telle demande pour la désinformation sur les différents sujets, guerre en Ukraine, pandémie. Et là, je crois que ça reflète une profonde manque de confiance de nos citoyens dans leurs institutions politiques et dans l'institution de la démocratie. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on a perdu notre capacité de se défendre collectivement contre la désinformation parce qu'on a perdu cette confiance sans lesquelles une démocratie ne peut pas fonctionner. On ne peut pas avoir une démocratie si moitié ou presque moitié des citoyens ne croient pas aux institutions de ce système. Et on ne peut pas juste imposer ou décréter une telle confiance. Il faut la gagner, il faut effectivement, et c'est surtout la responsabilité, je dirais, de notre classe politique, mais de tous les autres acteurs de la société, d'abord d'accepter une telle réalité, de comprendre la gravité de la situation, d'identifier les voies pour regagner cette confiance et finalement de le faire. Mais je ne suis pas sûr qu'on est dans la bonne route toujours. Pour finir, Mathias Gruden, un dernier mot sur une des conséquences donc, de ce conflit, c'est l'inflation partout en Europe. Selon toujours l'Eurobaromètre de l'été 2022, la principale préoccupation des Européens, c'est ça, c'est l'inflation, c'est les conséquences économiques de cette crise. Est-ce que des troubles sociaux pourraient survenir et fragiliser les démocraties? Est-ce que ça vous inquiète? Bien sûr, mais parmi comment qu'elles vont le faire, c'est qu'on a déjà vu qu'elles l'ont déjà fait. Une des raisons de cette perte de confiance, c'est aussi la crise financière et la façon dont on a traité ses conséquences. Je crois qu'ils ont aussi créé qui ont eu des conséquences économiques et des conséquences sociales et qui ont contribué à cette création de grands réservoirs des citoyens frustrés, fâchés, mécontents, avec un sentiment d'injustice très souvent justifié, qui ont perdu leur confiance, qui se sont sentis abandonnés, qui se sont sentis que les institutions de démocratie et la démocratie comme système ne fonctionnent pas pour eux, qu'il les a oubliés
et qu'ils ont commencé à chercher d'alternatives. Et je crois que là, quand on parle d'inflation, l'inflation, je ne suis pas économiste, mais l'inflation est une des dimensions d'une profonde crise économique. Elle se reflète aussi dans l'inflation, qui aura des conséquences au niveau économique, qui a des conséquences au niveau économique, qui aura des conséquences sociales. Et ça, sans une réaction économique, politique, sociale, va davantage mettre en danger notre système démocratique, bien sûr. Merci beaucoup Mathias Griden d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la participation démocratique au Conseil de l'Europe. Zone Europe, l'invité politique. Le cinéma européen à l'honneur à présent avec Samy Blood, lauréat du prix Lux en 2017. Ce film, réalisé par Amanda Kernel, raconte l'histoire de Samy, 14 ans, en Laponie. C'est la chronique de Louis Breck, étudiant à l'IICP. El Marja est une fille issue du peuple Sami. Cette tribu, peuple autochtone, qui vit dans le nord de la Suède, est exclue par le reste de la population. La jeune fille va alors tout faire pour s'intégrer dans la société. Jaha flickor, här är er nya klasskamrat. Jag måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Eller Maja, får du gå med ett gott exempel nu? Immari Dotnemset. Kyllä du buksi En tekit. sihta snorrot. Ihmiset arretnan bara cirkusdjur. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här? Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Lika mycket läppar jag! Titta Sami on kyllä ju mongolka. Tämän kautta Sami tätä päälle jirme. Ikisit ut med minas med. Är det inte du som är från Lappland? Som Niklas träffade? Men då kan ju du jojka, joddla, jojka. Entre le harcèlement de ses camarades et le conflit familial, l'aînée Cecilia Sparrock épouse parfaitement le rôle de pionnière dans cette quête à l'éducation. Quand Samy Blood est sorti, ça a été une grosse surprise. Nous avons eu beaucoup de retours de la part de personnes indigènes qui ont été traitées de cette manière pendant pas mal de temps, dans les années 40. Le peuple Sami a été maltraité, mis dans différentes écoles, des écoles nomades qui étaient largement différenciées des écoles suédoises. Ici, nous avons un message universel. Ce message serait que l'actrice qui incarne le personnage principal, El Maria, dans le film, endosse la cause du droit à l'éducation et puisse passer devant la justice. Ça devrait être une cause universelle. Ce film a aussi remporté le prix du Göteborg Film Festival d'une valeur d'1 million de couronnes suédoises, soit environ 115 000 €. C'est une des plus grandes récompenses du monde. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.